Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues. Pardonnez-moi, je serai peut-être rentrerai un peu plus dans les détails que notre collègue Pierre Jong. Mais je veux avant tout, Monsieur le Président, témoigner, comme vous l'avez fait, nos remerciements. D'abord, rendre hommage à tous les acteurs de la lutte contre les incendies qui ont sévi en Corse ces derniers temps, dire toute notre solidarité aux territoires, aux communes, aux élus, aux populations, nos remerciements à tous ceux qui étaient engagés, qu'ils soient ceux des services des différentes collectivités de Corse, les SDIS bien sûr, ceux venus du continent, les services de l'État. Je crois que la solidarité nationale, encore une fois, a joué et on peut s'en féliciter. Je veux saluer également le travail qui est parfois celui de l'équilibriste pour faire coller dans un budget comme celui-ci les pourcentages, les ratios, les montants. C'est un exercice difficile et c'est en même temps un exercice novateur puisque la présentation qui nous en a été faite nous apparaît en effet beaucoup plus claire, même s'il a fallu un peu de temps pour s'y habituer, et les quelques jours qui nous séparent de la réception du document à celui de la première commission, la commission des finances, est un peu court, mais bon. La présentation que nous en a faite le conseiller exécutif Jean Biancucci nous a également beaucoup éclairé, et je dis cela sans aucune flagornerie. Alors c'est une situation bien sûr qui est difficile à prendre en compte dans sa globalité. C'est lié, on l'a dit au moment du DOB, au contexte international, européen bien sûr, au contexte national, et le contexte régional trouve sa part également dans ces difficultés. La réponse pour cela, elle doit être à la hauteur des enjeux, et le budget primitif est un outil essentiel. Le DOB, je l'évoquais, est encore dans nos mémoires. Vous parliez de trajectoire financière vertueuse, vous l'avez d'ailleurs repris. Je m'inquiétais qu'elle ne soit plutôt celle de bonnes intentions, parce que le problème de la stratégie et des moyens continue de se poser. Alors, une première remarque d'ordre général. Donc, je vous le disais, la présentation est différente de celle des années précédentes, mais on peut s'en réjouir. Ces considérations étant faites, je rappellerai que la lecture attentive du rapport du CESEC doit nous inspirer. Les conclusions qui ont été proposées sont véritablement à la fois pertinentes et probablement il est conseillé de les suivre dans la plupart des cas, voire dans la totalité de ces propositions. Alors, une première évidence s'impose. Ce budget est proche de celui de 2019 avec des variations de lignes très faibles. Pour la troisième année consécutive, il est l'agrégation des budgets des 3 collectivités qui ont fusionné. En cela, il n'a rien d'innovant. On continue de recourir à l'emprunt pour près de 100 millions d'euros par an, en remboursant 40 millions d'euros de capital, ce qui entraîne un accroissement de la dette. Lorsqu'il n'est pas tiré à hauteur, comme en 2019, 20 millions d'euros au lieu des 93 millions prévus, ce sont des investissements prévus au budget qui ne sont pas réalisés. Alors sont-ils au mieux reportés, au pire annulés? Vous nous éclairerez très certainement sur ces points. Il faut rentrer malgré tout dans l'analyse des données chiffrées, même si l'heure n'est pas la plus propice pour la digestion de ces chiffres. On le sait, l'interprétation peut être différente, surtout lorsque l'on évoque tantôt des pourcentages, tantôt des montants. Donc, je vais essayer de ne pas être trop assommant avec les chiffres et revenir sur quelques données qui me paraissent importantes. L'épargne brute, élément de référence de la santé financière de la collectivité, elle est affichée, alors je vais arrondir les chiffres, à un peu plus de 166 millions d'euros. Si on lit attentivement le tableau qui nous est proposé, on est plutôt à un peu moins de 163 millions d'euros, avec environ 8 millions d'euros de produits exceptionnels. L'épargne brute est en diminution de 7, 15 ou 5% selon la lecture que l'on en fait. L'épargne nette, elle suit les mêmes variations. On est en dessous de l'objectif que l'on s'était fixé de 165 millions d'euros. Alors, comme pour les budgets précédents, la DCT sert de variable d'ajustement de l'épargne de la CDC. Les excédents dégagés par l'OTC
aurait pu servir à autre chose, peut-être à diminuer les frais de transport sur le fret, le maritime, l'aérien, même si ça a été fait en partie. D'autres ont géré de la même manière, c'est quand même un constat. Autre point intéressant à analyser, les soldes intermédiaires de gestion. En recettes, une très forte progression du produit des impôts, plus 21 millions d'euros, qui compense largement, vous les avez évoqués, la diminution des produits de gestion courante, 10 millions d'euros. Une reprise sur provision de 2 039 000 euros, alors qu'en décembre 2019, vous nous présentez une dépense pour provision de 5 millions d'euros. Est-ce là encore une variable d'ajustement? En dépenses, on relève une très forte hausse des dépenses à caractère général, donc plus 7,7 millions pratiquement, donc plus 9%, et surtout une augmentation de la masse salariale de plus de 13 millions d'euros, 6,34. Alors, la fusion des collectivités oblige, certes, mais avons-nous optimisé les compétences et les effets recherchés de la fusion? On l'a sans doute recherché, l'a-t-on obtenu? C'est un temps long. On n'en prend pas visiblement tout à fait le chemin. L'importance de la trajectoire, elle est souvent rappelée, mais on constate que le taux d'épargne brute diminue de près de 6%, et cela malgré l'augmentation importante du produit de la fiscalité. Le niveau de l'épargne nette diminue de 7%, donc 131 millions 700, pour financer 317 millions d'euros d'investissement réel. C'est 352 moins le remboursement en capital. C'est le véritable montant. Alors que vous proposez un emprunt de 96 millions d'euros, une augmentation des recettes de 3 millions d'euros. Il faudrait en réalité pratiquement 90 millions d'euros de recettes autres pour boucler le budget d'investissement, si on devait le réaliser. Nous saluons tous l'effort de refuser l'augmentation de la fiscalité. Je crois que chacun dans nos communes, nous essayons de faire la même chose sur les ménages. Je rappelle que c'était la dernière opportunité pour certaines de ces augmentations possibles. Reconnaissons que pour partie, les nouvelles constructions, et vous savez combien notre groupe et l'ensemble des collègues du reste sommes attentifs à une maîtrise de ces constructions. Je n'ouvre pas les portes à la spéculation. Ces constructions, néanmoins, elles boostent le produit de ces taxes 2% par an, c'est énorme, ainsi que la majoration forfaitaire décidée par le gouvernement qui représente 58 millions d'euros. Donc la spéculation immobilière contribue fortement au bénéfice des 79 millions. Là encore, soyons attentifs mais lucides. Ne nous vendons pas à la spéculation, ne nous enfermons pas pour autant totalement dans le dogme. La CVAE, pratiquement 46 millions d'euros, elle croît de pratiquement 2%. 3% de frais de gestion sur la taxe foncière dont le volume augmente. Donc la fiscalité indirecte, qui représente la moitié de nos recettes de fonctionnement, augmente de 16 millions d'euros. On passe de 520 à 536, malgré certaines recettes, je rappelle, et vous l'avez fait vous-même, monsieur le conseiller exécutif, qui ont été retirées. Mais elles sont compensées par d'autres recettes. Dans ce souhait de décentralisation que nous défendons, ayons l'honnêteté de reconnaître que les recettes d'État sont importantes et particulièrement incidentes. Je le disais, les DMTO ont doublé en 5 ans, 79 millions. La TICP représente plus de 100 millions. Elle augmente un peu plus de 4%, malgré une TVA à un taux plus intéressant que celui du continent. Nous payons, entre parenthèses, le carburant plus cher. Et je m'arrête là dans l'évocation, mais on pourrait reprendre d'autres contributions. La part de l'État donc nous permet tant bien que mal d'équilibrer notre budget. En dehors de la fiscalité, on le sait, le maintien de la contribution financière ne se dément pas. La DGF départementale, 107 millions d'euros. La DCT, je l'ai dit, 187. Excellent relais de trésorerie versé en février, sur laquelle on récupère en plus les excédents donc pour financer d'autres opérations. La compensation de la réforme de la taxe professionnelle, 30 millions d'euros. Les recettes sectorielles, plus de 90 millions d'euros, qui permettent là encore à notre collectivité d'intervenir dans différents domaines. Donc l'analyse des recettes de fonctionnement nous amène à relever la faiblesse des recettes d'investissement, notamment le FCTVA qui stagne aux alentours de 22 millions
c'est la preuve de la panne de nos investissements. L'emprunt 2019, je le disais, tiré à 20 millions, explique en partie cette stagnation des investissements. Pour rappel, nous récupérons donc la TVA à 15,6 pour une TVA qui est payée à 10%, comme dirait quelqu'un, pourvu que ça dure. Reconnaissons que la difficulté de l'exercice en matière d'investissement sera, comme le dit le CESEC, de préparer la programmation à venir avec la baisse redoutée des programmes européens et l'espoir du maintien de l'aide de l'État au niveau du CPER et du plan d'investissement qui viendra se substituer au PEI. Mais, Monsieur le Président, vous nous avez presque rassuré tout à l'heure dans l'évocation des rapports qui sont entretenus avec le nouveau préfet et les responsables donc, du CPER. Alors, en recettes propres à notre collectivité, on aura 92,7 millions d'euros en 2020 contre 92,6 en 2019. 100 000 euros d'écart. Contre cela, un emprunt qui était de 93 millions en 2019 et qui est programmé à 96 millions en 2020, plus 3 millions d'euros. Alors, je reviens encore une fois, hein, vous avez mis en caractère gras que la réalisation de l'emprunt n'a été faite qu'à hauteur de 20 millions. Je repose la question, faut-il s'en réjouir si c'est le signe que l'on n'investit pas? La dette, elle avait diminué entre 2018 et 2019. Elle augmente au 1er janvier 2020 de 4,6 millions pour arriver à 780 millions. Les ratios nous positionnent favorablement par rapport à d'autres raisons, mais comparaison n'est pas raison. Le FCTVA est chez nous beaucoup plus favorable, et là où nous percevons 23 millions d'euros, ce serait 11,5 millions d'euros qui seraient perçus dans une autre région. Donc ça impacte quand même les ratios, et tant mieux pour nous. Reportons cela sur tous les exercices, aucune majorité comme ça n'est épargnée, c'est le cas de le dire, on parle d'épargne, par ce constat. Certes, les ratios tant de l'épargne brute que l'annuité d'emprunt paraissent satisfaisants, mais l'inquiétude vient aussi du fait que nous remboursons moins de capital que nous empruntons et que nous restons exposés au risque de la disparition d'un certain nombre d'avantages. Si l'on poursuit l'analyse, on s'aperçoit que les charges à caractère général, ça a été dit, augmentent de 9,36%, les charges de personnel de 6,34%. Je reprends, certes, la fusion, le GVT, mais là encore, le rapport sur les effectifs, vous nous l'avez promis, Monsieur le Président, pourra nous apporter un éclairage attendu que les chiffres évoqués par notre ami et collègue Pierre Jong semblent vous interpeller. La dotation pour provision, 7,5 millions en 2019, plus 5,2 millions à l'ADM de fin d'année. La reprise de provision est de 3,3 millions, alors qu'un contentieux, malheureusement, de 80 millions d'euros, dont vous n'êtes pas responsable, nous rapproche d'une issue inquiétante. Alors j'ai envie de vous dire que, à l'inverse de la mandature qui avait hérité la première de ce contentieux, vous ne manquerez certainement pas de communiquer largement, mais la vraie question est-ce que nous sommes toujours dans le cadre de la sincérité budgétaire? Dans la répartition par chapitre, on constate une augmentation des services généraux, 13,65%. Est-ce dû aux frais engendrés par la nécessité de déplacement des agents dans différents services, dans d'autres locaux, d'autres locations? L'augmentation du poste sécurité, 36%. Il doit certainement y avoir une raison pour que l'augmentation soit aussi forte. En attendant, donc je reviens au rapport promis sur les effectifs, on a constaté 4 311 postes, 79 de non-titulaires dans la filière administrative, 101 de non-titulaires dans la filière technique, mais là encore, je suis sûr qu'on aura les explications attendues. Je reviens au rapport du CESEC qui souligne des éléments, en tout cas la nécessité d'éléments qui permettraient de mieux appréhender les rapports entre les agences et offices. Leur dotation, 237 600 et quelques mille euros, qui représentent 25% des dépenses réelles, 48% des charges courantes. L'augmentation de cette dotation est globalement de 12,68%. Paraît énorme. C'est en tout cas beaucoup plus important que les frais de fonctionnement de la collectivité. Mais là aussi, on va sans doute nous le justifier. Seul, je le note au passage, l'OTC ne bénéficie pas de cette augmentation, probablement parce que sa dotation est encadrée,
là encore, qu'en sera-t-il de l'impact de la CEMOP? On remarquera donc une baisse importante des subventions aux organismes publics, de 18%. Au passage, une augmentation aux personnes privées pour 434 000 euros. Vous voyez, les pourcentages et les euros, ça peut donner des lectures différentes. Dans un contexte néanmoins de baisse globale de pratiquement 12%. Enfin, et pour conclure, je m'arrêterai un instant sur les AE, donc les autorisations d'engagement. À hauteur de 493 millions, elles sont en baisse par rapport à 2019. Cela signifie que 40% des crédits de paiement des budgets futurs sont pratiquement consommés d'avance. Les autorisations de programme, les AP, elles ont été évoquées, 411 millions. Elles augmentent de manière importante par rapport à 2019, puisqu'elles étaient de 345 millions. Je me rappelle, et nous l'avons tous dit, tous regretté, malgré tout, peut-être tous fait, la maîtrise des AP, le nettoyage des AP est un exercice difficile. Cette hausse provient essentiellement de la ligne transport qui passe de 110 millions en 2019 à 179 millions en 2020. Elle devrait correspondre à de nouveaux projets routiers dont, s'ils sont évoqués, je ne doute pas qu'ils feront l'objet d'une belle communication. Cependant, ces AP à l'affichage important, ramenés à une déclinaison annuelle en matière de transport, je parle des routes bien sûr, cela donnerait a priori 45 millions pour les anciennes routes départementales, 35 millions pour les routes territoriales. On ne peut pas considérer que l'on ait fait un bond énorme dans l'investissement. Les restes à réaliser sur les AP antérieurs, là encore, ils ne figurent pas dans nos documents, ils seront sans doute communiqués au PS, mais peut-être cela m'a-t-il échappé. Je crains, à la lecture de ces chiffres, que le quota des AP dépasse les 5 années de crédit de paiement. Là, c'est peut-être un ratio qui n'est pas aussi favorable qu'on veut bien le dire. Des intentions aux contraintes et ou à la stratégie retenue, il y a un décalage que vous fait découvrir tous les jours, Monsieur le Président et chers collègues, un peu plus la réalité de la gestion d'une collectivité aussi importante. Gardez en mémoire le rappel de la Chambre régionale des comptes qui, en 2017, rappelait la nécessité de contenir les charges, sous peine d'obérer gravement la capacité d'investissement et de fragiliser la situation financière de la collectivité. Le budget est l'outil financier de la collectivité. Comme tout outil, le meilleur soit-il, celui qui le maîtrise doit le gérer harmonieusement et équitablement. Je ne doute pas, Monsieur le Président, que d'autres inclinaisons vous animent. Je suis même persuadé que vous êtes habité par ce souhait de gérer harmonieusement et équitablement. Aussi, permettez-moi d'évoquer Agorsiga Pacciade, que vous voulez, que nous voulons tutti. Et même si la période électorale n'est pas la plus propice, considérez qu'il n'y a pas d'un côté le bien, de l'autre côté le mauvais, que le bien-être au NHTA est un objectif partagé par d'autres que la majorité, qu'il est des héritages qu'il faut assumer et gérer, bons ou mauvais, mais nous en avons tous à des degrés divers, que stigmatiser n'est en rien utile à l'objectif avoué. Alors à ce titre, et pour conclure, permettez-moi de convoquer une nouvelle fois le rapport du CESEC, qui insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière à tous nos agents. Je dis bien tous nos agents, pour que le sentiment d'appartenance à une même collectivité soit partagé. L'alignement des statuts n'est pas le seul moyen de reconnaissance. La reconnaissance de leurs compétences l'est encore plus. Notre plus belle richesse, ce sont nos ressources humaines. Tout simplement, tous les agents, quel que soit leur grade ou leur fonction, je sais que vous saurez en tenir compte. Je vous remercie.